Monsieur le préfet, mesdames et monsieur le député, cher Sylvie Guillaume, cher Pascal Crozon, cher Yves Blin, madame l'adjointe au maire de Lyon, chargée de l'égalité femmes-hommes, chère Thérèse Rabatel, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur du théâtre, madame la présidente HF Rhône-Alpes, mesdames et messieurs, d'abord merci pour vos mots chaleureux de bienvenue. L'usage veut que j'y réponde en vous disant également mon plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et en effet, ce n'est pas que l'usage, c'est aussi le fait que je me réjouis d'être là, de partager ce moment et de prolonger les échanges dont on m'a un peu donné la teneur à l'occasion du déjeuner que vous avez eu pendant ce week-end, et puis aussi de prolonger les échanges que j'ai moi-même eus avec les représentants du mouvement HF lorsque vous m'avez invité à venir ici à l'occasion du dernier festival d'Avignon. Pour autant, c'est toujours l'ambiguïté de ce type de réunion. Remarquez, c'est mon lot, c'est celle que je fais tous les jours. C'est à la fois le plaisir d'être avec vous et en même temps l'idée de se dire que c'est encore une réunion qui va être consacrée à ce que nous fassions le bilan souvent cruel de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous savez, il y a des gens qui prennent des petits papiers. Il faut que je vous dise une chose, je suis extrêmement myope. Donc, comme je vois pas plus loin que ma feuille, je vous suggère de les ranger. Et puis, à la sortie, vous viendrez me les montrer devant moi. Et comme ça, je pourrai en discuter avec vous parce que vous avez les bras en l'air. Mais en toute perte à mon égard, je n'ai aucune idée de ce qui a marqué dessus. Vous les rangez, je fais mon discours, puis après on se voit et vous me les montrerez. D'accord ? Donc, ces moments où nous allons encore nous réunir pour évoquer, analyser, diagnostiquer les inégalités entre les femmes et les hommes aujourd'hui dans le secteur de la culture. Je sais que les échanges de cet après-midi vont vous amener à dresser un constat parfois amer, je le comprends, souvent sévère aussi, de la situation 10 ans après la publication du premier rapport de Reine Pratt que j'aurais volontiers salué cet après-midi. Le tableau est encore bien sombre. Je n'avais aucune raison, aucun intérêt particulier à vouloir encore assombrir ce tableau. Moi, j'aimerais beaucoup dresser des tableaux encourageants, optimistes sur l'évolution des rapports entre les femmes et les hommes. Je parle des rapports sociaux. En ce qui concerne les rapports interpersonnels, ce sont d'autres sujets. Mais aujourd'hui encore, nous allons parler de la difficulté d'accès des femmes aux postes de direction des structures culturelles, de la sous-représentation de la production artistique féminine dans les programmations de ces lieux, de la faible part des créations sélectionnées et primées dans les festivals et les compétitions, mais aussi l'image donnée aux femmes dans les œuvres, trop souvent enfermées dans les rôles caricaturaux, artificiels, voire dégradants. Tout cela est encore, hélas, une réalité quotidienne que vous affrontez dans vos activités professionnelles et que vous combattez par votre engagement militant. Pourtant, vous savez que cette réalité est loin d'être circonscrite au monde des arts. Le spectacle vivant, le cinéma, la littérature ou encore les médias ne sont évidemment pas étanches au reste de la société. Le sexisme et les inégalités y règnent autant qu'ailleurs, mais parfois de cette manière peut-être plus paradoxale et aussi plus pernicieuse. Paradoxale parce que, spontanément, le secteur culturel apparaît majoritairement féminin. L'idée de la culture, c'est qu'elle est féminine. Les résultats d'une enquête que j'ai commandée quelques semaines avant de lancer la campagne Sexisme, pas notre genre, indiquaient, on posait une question aux sondés et on leur demandait, à votre avis, est-ce que dans ces disciplines, les femmes et les hommes ont des compétences égales, inférieures ou supérieures? Et dans les items, il y avait les disciplines artistiques, les filières artistiques. 60% des femmes et 60% des hommes, et 68% des femmes pensent que les filles ont plus de chances de réussir dans les filières artistiques. Vous voyez, ça confirme une représentation pourtant assez éloignée de la réalité que vous décrivez. Ça, c'est le caractère paradoxal. Le caractère pernicieux, c'est que les stéréotypes de genre sont d'autant plus puissants qu'ils sont parfois moins visibles ou qu'ils sont, semble-t-il, mieux acceptés en raison de l'autorité intellectuelle inhérente à la démarche de création, à la force des représentations qu'elle véhicule et à ce que cette autorité intellectuelle ancre dans les inconscients collectifs.
Et c'est cette force qu'il faut retourner au bénéfice des femmes. La culture devrait être un vecteur pour déconstruire les stéréotypes et faire évoluer les représentations de la société, et pas pour en reproduire des blocages. L'art ne peut constituer un outil d'émancipation collective que s'il est aussi l'instrument de celle des femmes. Nous sommes encore loin d'être venus à bout de toutes les formes de résistance qui relèguent les femmes à des rôles secondaires. Malgré tout, les lignes bougent. Pas assez vite, pas assez fort, mais il est incontestable que l'engagement des ministres de la Culture et des droits des femmes au cours des dernières années a permis des avancées notables que je tiens quand même à souligner. L'installation d'abord d'un observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication qui, depuis 2014, établit des statistiques sexuées. Et à cet égard, je veux rendre hommage à la SACD qui, sous l'impulsion de Sophie Deschamps, que je suis heureuse de voir ici, que j'ai croisée tout à l'heure, j'avoue que je ne la vois pas de ma place, toujours le même problème que tout à l'heure, et qui a largement inspiré cette démarche vertueuse avec son rapport annuel « Où sont les femmes ?». La nomination d'une haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Culture, Claire Lambolet, participe aussi à vos travaux aujourd'hui. Également, je la salue. Et puis l'instauration du principe des shortlists paritaires dans les procédures d'appel à candidature pour les postes de direction des structures labellisées du spectacle vivant. Grâce à cette initiative, le nombre de directrices de scène nationale a augmenté de 25% entre 2013 et 2016. C'est encore trop peu, évidemment, mais une dynamique positive a été enclenchée et elle continuera, je le souhaite, à porter ses fruits au gré des renouvellements. Enfin, je rappelle que des femmes sont aujourd'hui à la tête de deux des plus gros établissements publics culturels en France, les musées nationaux et la BNF. Je me félicite de ces progrès, mais ne croyez surtout pas qu'en m'en félicitant, j'ai l'air de m'en satisfaire. Lorsque le président de la République et le Premier ministre m'ont nommé ministre des droits des femmes, j'ai immédiatement, bien sûr, souhaité poursuivre et amplifier le mouvement engagé par mes prédécesseurs. C'est pourquoi j'ai tenu à impulser et soutenir de nouvelles mesures pour faire avancer l'égalité dans le monde des arts, de la culture et des médias, et plusieurs convictions m'ont guidée. La première, c'est que le public n'est pas seulement privé de la richesse de la création féminine insuffisamment mise en lumière, il est aussi prisonnier des représentations sexistes véhiculées par des spectacles, par des films, par des publicités, et qu'il est donc essentiel de lui donner les outils pour exercer une vigilance critique, mais aussi et surtout pour faire changer concrètement l'image des femmes dans les contenus culturels, audiovisuels et dans les multimédias. C'est dans cet esprit que j'ai porté un amendement au projet de loi Égalité-Citoyenneté pour étendre les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel au domaine de la publicité, afin qu'il puisse désormais mieux veiller à, je cite, l'image des femmes dans les émissions publicitaires. Deuxième conviction, la relative invisibilité de la création féminine conforte l'impression qu'il y a peu de femmes artistes, ou pire, qu'elles y sont moins présentes parce que moins talentueuses que les hommes, et il est également temps d'en finir avec ce contresens. Dans le spectacle vivant, comme dans tous les autres domaines, particulièrement ceux qui sont encore les chasses gardées des hommes, comme la musique, les femmes ne sont pas absentes. Elles sont simplement évincées des programmations et des procédures de sélection. Il faut donc s'attaquer à la cause de ce déséquilibre. Les créations des femmes sont peu programmées, donc elles sont peu repérées dans un milieu où l'expérience et le réseau sont des facteurs essentiels d'accès aux responsabilités. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser pour qu'elles puissent sortir de cette invisibilité qui est non seulement injuste, mais également aliénante. La sensibilisation et la responsabilisation des acteurs culturels en matière d'égalité ont permis de réels progrès, et je salue à ce titre le travail mené par la ville de Lyon, que la maire adjointe chargée d'égalité femmes-hommes a fort justement décrit tout à l'heure. Mais nous devons aller plus loin, et il faut aussi passer de l'incitation à l'obligation. Et je me félicite que le Sénat vienne d'adopter... Merci. Je me félicite que le Sénat vienne d'adopter un amendement visant à instaurer la parité dans les commissions des établissements publics placés sous sa tutelle. Cette disposition prévoit de fixer à 40%, sous la tutelle du ministère de la Culture, pardon. Cette disposition prévoit de fixer à 40% le seuil de représentants de chaque sexe à partir du 1er janvier 2018 au sein des commissions dont la fonction
et d'attribuer des subventions ou des aides financières, sélectionner, acquérir ou commander des œuvres, attribuer des agréments ou procéder à des sélections en vue de compétitions internationales. Cette démarche procède du travail que nous avons conduit avec le ministère de la Culture cet été. Elle répond, je crois, à une attente que vous formuliez depuis longtemps. J'espère que cette mesure sera définitivement adoptée à l'issue du processus législatif, car je suis convaincue qu'elle produira un effet d'entraînement positif pour améliorer l'accès des femmes aux moyens de production et de diffusion. Je sais que vous proposez d'autres leviers, comme la définition d'objectifs chiffrés pour faire progresser le volume d'œuvres femmes dans les programmations de structures de spectacles vivants bénéficiant d'un label. Je tiens à vous assurer que c'est là un sujet de réflexion et de discussion que je souhaite faire avancer avec le ministère de la Culture. J'y suis personnellement très favorable. J'entends par ailleurs les difficultés que l'on m'expose. Ne doutez pas de mon engagement et notre volonté commune de continuer à faire progresser la cause des femmes dans le secteur culturel, c'est-à-dire pour leur permettre de ne plus occuper seulement les places de strapontins, comme Myriam Marzouki et Catherine Hahn l'écrivaient il y a 3 ans dans une tribune qui mettait le gouvernement face à ses responsabilités. C'est aussi dans cet esprit que nous réfléchissons à la manière de sensibiliser les directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur culture. J'espère que nous pourrons co-organiser prochainement une rencontre pour les inciter à s'engager sur des objectifs clairs en matière d'égalité femmes-hommes, parité des recrutements, mixité des filières, mise en place d'indicateurs de genre sur l'insertion professionnelle après l'obtention du diplôme, mais aussi dans les 10-15 années qui suivent l'obtention du diplôme. C'est une période critique où précisément les inégalités apparaissent et se creusent lorsque les jeunes femmes se heurtent au fameux plafond de verre du sexisme, invisible, résistant et tellement épuisant. Que de temps et d'énergie dépensés inutilement pour combattre ce sexisme qui pourrit la vie des femmes. C'est aussi pour cette raison que vous avez légitimement l'impression que depuis 10 ans, on n'avance pas, on piétine, voire même, nous l'observons dans certains domaines, nous régressons. Ce n'est pas seulement un sentiment partagé par la plupart d'entre nous, ce n'est pas un ressenti, ce n'est pas une représentation, ce n'est pas le fruit de notre impatience, de notre amertume ou de je ne sais quelle délicatesse qui nous éloignerait du monde, c'est qu'il y a une réalité à laquelle il est urgent de s'attaquer. Pas seulement en faisant évoluer le droit, mais aussi en agissant pour faire changer les mentalités et les comportements. En tant que ministre des droits des femmes, ma responsabilité est aujourd'hui de donner cette impulsion pour engager la nouvelle étape de cette révolution culturelle au bénéfice des femmes. C'est ce qui m'a amené à lancer le 8 septembre dernier un grand plan d'action et de mobilisation contre le sexisme, dont le slogan est celui qui est inscrit sur ce petit badge, « Sexisme, pas notre genre ». Je suis désolée, c'est le lendemain de la manif pour tous, je ne voudrais pas qu'ils le prennent mal, mais c'est sexisme, pas notre genre. Il y a un petit clin d'œil, en effet. Mais je crois qu'ils ne l'ont pas vu. J'espérais. Bon. Ce n'est pas une campagne de communication, ce n'est pas un nouveau plan gouvernemental constitué de projets et de mesures. Non, c'est un appel à initiative qui met les citoyennes et les citoyens au cœur de l'action. Mon objectif est simple. Nous avons 6 mois, jusqu'au 8 mars prochain, presque 200 jours, pour d'abord nommer le sexisme, le dévoiler partout où il se cache, d'abord pour les femmes, pour les victimes du sexisme, parce que bien souvent, quand une femme est victime de sexisme, elle ne met pas le mot sexisme sur ce qu'elle a vécu, elle commence par rechercher quelle est son implication personnelle, qu'est-ce qu'elle a fait pour provoquer, susciter ce type d'attitude, de comportement, et elle prend la culpabilité sur ses épaules. Nommer le sexisme, le dévoiler, permet d'abord aux victimes du sexisme de se mettre à distance de ce qu'elles ont vécu, à se mettre à distance de l'agression sexiste, pour se dire qu'en fin de compte, elles n'y sont individuellement pour rien, c'est juste parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles étaient là à ce moment, qu'elles ont vécu une remarque sexiste. Deuxième sujet, quand il s'agit de nommer le sexisme, c'est aussi de faire prendre conscience à la société de la manière dont le sexisme se reproduit, de manière parfois involontaire,
parfois beaucoup plus volontaire, mais d'identifier ces fameux stéréotypes de genre, ces fameux comportements, ces attitudes qui visent toutes à délégitimer les femmes, les déstabiliser, les faire douter de leur place, de la place qu'elles aspirent à conquérir, de celle qu'elles ont déjà conquise, pour parler une petite voix, pour mettre une petite voix dans leur cerveau qui, quelque part, leur rappellerait que leur vraie place, c'est celle qu'elles ont quittée et non pas celle qu'elles sont en train de conquérir. Donc, s'engager contre le sexisme, c'est d'abord nous engager collectivement, et j'ai souhaité le faire avec la société déjà mobilisée pour mobiliser la société. C'est-à-dire que le but est à la fois, et vous l'avez évoqué, c'est aussi un des sujets de vos travaux, donner de la visibilité à la part des femmes dans la création. Aujourd'hui, il s'agit de création culturelle ou artistique, mais c'est parfois la création de richesses dans le monde économique, la création dans le monde du sport, la création quotidienne, c'est-à-dire la part que les femmes prennent dans la gestion du domestique et ce qu'on appelle fréquemment le care, qui elle non plus n'est jamais quantifié et d'autant plus invisible qu'elle est faite par les femmes. Donc c'est rendre visible la part des femmes dans la création, et puis c'est aussi rendre visible les femmes qui déjà sont en mouvement et agissent pour faire reculer le sexisme, pour imposer des chemins vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est pour ça que je suis là, aux côtés du mouvement HF, qui est aussi à mes côtés dans cette campagne que nous avons voulu porter, non pas tant par la ministre comme un plan de mesures et de budget, de loi, mais comme étant un plan de la société mobilisée. Et ce plan a été conçu et porté aux côtés d'une trentaine d'associations, et HF Île-de-France fait désormais partie du noyau dur des structures partenaires avec lesquelles nous travaillons au quotidien pour enrichir ce plan, le déployer à partir des actions de terrain. Et cette coopération s'est d'ailleurs rapidement traduite par un partenariat à l'occasion des dernières journées du patrimoine. Puisque nous avons ensemble fait connaître le matrimoine. Voilà. Ne soyez pas aussi impatiente. J'allais y venir. Je souhaite que ce partenariat puisse être poursuivi, amplifié, car j'ai à cœur de soutenir toutes les initiatives qui contribuent à mettre en lumière le rôle que les femmes ont joué dans l'histoire et particulièrement dans celle des arts et de la culture. Il ne s'agit pas simplement de rendre justice à ces femmes du passé, mais il s'agit de mettre à l'honneur leur découverte, leur création, leur travail, leur engagement, mais aussi de contribuer à l'émancipation et à la promotion des femmes maintenant. Car dans ce que nous identifions comme obstacle à l'émancipation des jeunes filles, des filles, à la façon dont des plus jeunes enfants peuvent se projeter dans des carrières qui semblent être des carrières masculines, c'est l'insuffisance de rôle modèles présents, identifiables, qui permettent à des enfants de se dire « Eh bien, moi aussi, quand je serai grande, je ferai comme la dame. Et donc, je serai une grande créatrice comme la dame. » Donc, c'est aussi le but de cette campagne, faire connaître l'œuvre et le travail des femmes pour encourager les nouvelles générations, faire des propositions d'initiatives relayées sur le site internet de mon ministère. Nous avons, depuis le début de la campagne, déjà labellisé plus de 200 initiatives. Le but est de montrer que tous les jours, il se passe quelque chose en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, en matière de lutte contre le sexisme. Et j'observe, je ne sais pas si c'est parce que je regarde davantage, non, je regardais de la même façon déjà avant le lancement de la campagne, qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on parle d'une façon ou d'une autre du sexisme, des discriminations à l'encontre des femmes, du besoin d'égalité. Et le sexisme est aujourd'hui devenu, en France et aux États-Unis, un sujet partagé, un sujet qui est en train de devenir une référence, un indicateur moral de nos sociétés. Et il s'agit pour moi aussi de contribuer à la constitution d'un réseau puissant, un réseau fort parce que plus large, au service de la défense des droits des femmes, un réseau des réseaux,
c'est aussi l'idée que j'avais lorsque nous avons conçu et lancé ce plan de mobilisation contre le sexisme, c'est que tous ces réseaux, comme le vôtre, HF, mais il en existe bien d'autres dans différents secteurs, dans les entreprises, dans le sport, chez les femmes ingénieures, chez les polytechniciennes, dans la formation, chez les réseaux qui s'occupent des femmes victimes de violences. Tous ces réseaux sont extrêmement actifs, parfois un peu fatigués. L'invisibilité touche aussi le travail des militantes et des militants associatifs en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et cette invisibilité est parfois décourageante. L'idée que nous avons aussi, c'est de permettre à tous ces réseaux d'être davantage visibles et surtout de se retrouver, de converger, de confluer pour créer, in fine, un réseau extrêmement fort et extrêmement puissant en faveur de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Cette démarche collective est au cœur de l'engagement de l'État, des collectivités territoriales, des professionnels, et elles vont prendre ensemble tout à l'heure pour promouvoir l'égalité réelle des femmes et des hommes dans la culture et la création artistique, la forme d'un engagement. Je salue cette entreprise exemplaire à laquelle j'apporte tout mon soutien. À mon tour, je vous invite à prendre part à la mobilisation Sexisme par notre genre. Je vous rassure, nous avons amené beaucoup de badges. Il y en aura pour tout le monde et même pour rapporter à vos amis. Car je suis convaincue que c'est d'abord en s'affichant féministe, en s'affichant militante, en démultipliant les moyens d'action et en unissant nos forces que nous pourrons faire avancer la cause qui nous réunit. De ma place, je travaille, j'œuvre à créer davantage de contraintes en matière d'égalité femmes-hommes, davantage de verrous. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des quotas en politique et vous aviez bien raison. J'assume parfaitement d'être une femme quota. Ça ne me pose aucun problème, mais j'aime mieux que ce soit une femme quota féministe qui soit ministre des droits des femmes qu'un homme venu tout seul prendre le poste. Donc j'assume parfaitement cette idée des quotas. Je sais qu'elle est parfois mal vue, elle dérange les bénéficiaires qui se demandent si être issu d'un quota, quel qu'il soit, n'est pas un peu un signe de sous-qualification. C'est juste l'inverse. Que les femmes se mettent en réseau. Les hommes y sont déjà et depuis fort longtemps. Que les femmes acceptent les quotas, c'est pas grave, les hommes ont déjà un quota extrêmement élevé pour occuper tous les postes. Donc, n'ayons pas peur. Pour ma part, je porte, c'est-à-dire la puissance publique, la capacité à créer de la norme, à créer de la contrainte, et vous portez, vous, la mobilisation de la société qui est indispensable pour que le monde politique puisse suivre, évoluer, avancer avec vous, et pour que ce que vous portez se traduise par des véritables avancées réelles et durables dans la société. Voilà, vous pouvez compter sur ma détermination, mon engagement. Je suis heureuse de travailler avec HF. Je vous remercie encore de cette invitation et je vous souhaite des fructueux et bons travaux pour cette fin de journée. Merci.